Bon, alors c'est la 89e édition de la revue de la semaine. Ça a l'air de vous plaire. Si ça vous plaît, toc, un pouce bleu. Si vous découvrez que ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit et ça le restera toujours. Bon, le générique. Je commence par un chiffre qui a tourné et qui a permis un peu, vous savez, de faire cette campagne permanente de dénigrement contre les gilets jaunes. Alors cette fois-ci, les pleurnicheries venaient des assureurs. Alors ils ont commencé à dire oui, ben, ça va coûter des sous, 170 millions d'euros tout de même. Alors aussitôt, tous les perroquets, les répondeurs automatiques du reste de la presse a raconté ça, ça va coûter 170 millions d'euros. Et aucun d'entre eux réfléchit plus que ça à ce qu'ils sont en train de dire. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Ben, déjà une chose évidente, c'est que les assurances sont faites pour rembourser. D'accord? Donc, s'ils remboursent, c'est que c'était prévu dans le contrat. Donc, les cotisations et les, comme ils appellent ça, primes, enfin bref, ce qu'il faut payer pour être assuré, prévoyaient déjà ce type de dégâts. Sinon, ils n'auraient pas été remboursés. Donc, les assureurs, eux, ils font leurs prévisions et ils fixent leur barème, leurs tarifs, hein, en fonction des risques qu'ils connaissent et de ceux qu'ils ne connaissent pas. Par conséquent, les 170 millions en question, bah, ça fait partie de la vie. Hein. Comme il y a d'autres choses qui apparaissent dans les factures des assureurs. Au passage, j'en profite pour vous dire un truc. Vous avez remarqué quand on dit « Oh là là, la France est champion d'Europe des prélèvements obligatoires ». Alors ils comptent dedans les impôts, ils ne vous disent pas que les cotisations sociales sont mises dedans alors que dans les autres pays ce n'est pas le cas. Mais surtout, ils ne vous parlent pas des autres prélèvements obligatoires. C'est les prélèvements obligatoires privés. Les assurances privées que vous êtes obligé de prendre pour vos gosses, pour votre voiture, ou des choses de cette nature, c'est des prélèvements obligatoires. Vous ne pouvez pas dire « Ah ben non, je ne la prends pas, l'assurance ». Disons que c'est obligatoire. Et c'est privé. Ça ne compte pas. Hein. Les prélèvements obligatoires privés, ils ne sont jamais évalués. Donc vous ne laissez pas berner les gens par les histoires et les salades que vous racontez ça. Si les assureurs doivent payer 170 millions, c'est qu'ils l'avaient prévu. Et vous inquiétez pas, vous regarderez à la fin de l'année et vous verrez qu'il ne leur manquera pas 170 millions à l'heure où ils vont distribuer des dividendes à leurs actionnaires. Puis après, une fois que j'ai vu ça, je regarde et dans le même communiqué, ben, y a un autre chiffre qui est quand même un peu plus salé, et même beaucoup plus salé, et même beaucoup plus salé. C'est pas 170 millions d'euros ce coup-là, c'est 3 milliards 200 millions d'euros. Et pourquoi? Pour les catastrophes naturelles. Et les catastrophes naturelles, mis à part celles qui sont, je dirais, ordinaires, quoi, qui procèdent d'événements qu'on peut à peu près prévoir. Pour l'essentiel, c'est lié au changement climatique et au dérèglement du genre, bon, il se met à pleuvoir en montagne, qui est quand même un phénomène assez courant, la pluie, hein, surtout en zone tempérée, mais l'eau n'est plus retenue par rien et ça dévale et ça détruit tout. Mais si ça détruit tout et que ça dévale, c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau et parce qu'il n'y a rien de prévu. Il n'y a plus rien de ce qui bloquait autrefois l'eau. Le sol a été imperméabilisé, on a coupé tout ce qui poussait là. Bon, vous connaissez tout ça. 3 milliards 200 millions. C'est quand même autrement plus coûteux que des gilets jaunes, tandis que les gilets jaunes, ça rapporte. Pourquoi? Parce que les gilets jaunes, ils ont obtenu 10 milliards du gouvernement. Hein. Alors, 10 milliards en dépit du bon sens. Mais peu importe, 10 milliards. Et les 10 milliards qui ont été donnés de ce côté-là, vous les retrouvez immédiatement dans l'activité du pays. Et ces 10 milliards ont permis que la France fasse le meilleur résultat économique de toute la zone euro au cours des 3 derniers mois. Hein, c'est quelque chose, hein? Qui c'est qui avait raison? Eh bien c'est moi, c'est les insoumis. L'argent qui est distribué sur ceux qui en ont le plus besoin se retrouve directement dans l'économie réelle. Alors, bien sûr, ça me conduit à vous dire encore une chose qui va peut-être vous choquer, mais il faut quand même que je vous la dise. Quand ils disent qu'il y a 170 millions de casses, c'est pas moi qui ai inventé le calcul économique du PIB. Hein, le PIB, c'est la richesse qui est produite chaque année. Comment elle est produite? Quel genre de richesse? Il y a creuser un trou et le reboucher 5 minutes après, c'est une activité. Si vous me payez 5 € pour creuser le trou et 5 autres pour le reboucher, ça fait 10 €. C'est de la valeur qui est créée. Et ça compte dans le PIB. Par conséquent, soit dit par parenthèse, en plus des 10 milliards que le gouvernement aura remis dans le commerce, ben, il y aura 170 millions
que les assurances vont donner pour rembourser et qui, eux aussi, vont retourner dans l'activité économique réelle. Celui qui s'est fait brûler sa voiture, c'est vraiment tout à fait dommage, et je suis absolument pas d'accord pour qu'on mette le feu aux voitures, mais en attendant, il va en racheter une. Vous comprenez ce que je veux vous dire? L'économie capitaliste, c'est un système fou, tout est fou dedans. La manière d'évaluer la richesse qui est produite, qu'est-ce qui est considéré comme une richesse, vous avez dit creuser un trou et le reboucher, c'est pareil, etc., etc. Voilà le petit commentaire qu'on peut faire à propos des pleurnicheries sur ce qu'a coûté l'action des Gilets jaunes. L'action des Gilets jaunes n'a rien coûté au pays, elle lui a que rapporté 10 milliards de la part du gouvernement, 170 millions de la part des sociétés d'assurance, et surtout l'immense bonheur d'avoir un peuple qui montre qu'il n'est pas résigné, premièrement. Deuxièmement, qu'il n'a pas peur, en dépit de tout ce qu'on fait pour lui faire peur, comme ça a été le cas la semaine dernière, et qui s'est terminé dans le ridicule le plus complet pour le gouvernement, qui, après avoir dit que l'armée interviendrait pour finir, a été obligé de rétro-pédaler, d'enfumer tout le monde pour dire « mais non, on n'avait jamais dit ça ». Et en dépit de tout ça, il y avait 2 fois plus de monde dans la rue ce samedi-là que le samedi précédent. Mais je ne veux pas sortir de mon thème du départ, c'était le fait que ce qui avait coûté le plus cher aux assurances cette année, ce sont les catastrophes naturelles qui résultent du dérèglement climatique. Alors, ça me ramène à une idée que j'ai déjà développée devant vous, mais je veux reprendre cette semaine du fait de l'actualité. La vérité, c'est que tous les partis, tous, sans exception, intègrent le paramètre de l'écologie politique. C'est plus le sujet aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était pas le cas de tout le monde. Beaucoup disaient, bon, c'est un problème, mais bon, c'est pas le premier problème, il y a d'autres questions avant, la question sociale, la question économique, la question financière. Ils séparaient tout ça. Et il y avait le parti écologique, c'était Europe Écologie Les Verts, et puis progressivement, des gens comme nous, qui avons intégré ce paramètre assez tôt, dans les années 2000, fin des années 2000, avec la planification écologique, et pour ce qui me concerne, la règle verte dans l'élection présidentielle de 2012 que j'ai introduit, bon voilà. Alors maintenant, tout le monde a le paramètre écologique dans son raisonnement, donc c'est plus le sujet. L'écologie politique n'est pas la propriété d'une organisation politique, Europe Écologie Les Verts, c'est pas le sujet. Vous avez des écologistes partout, et certaines listes qui sont des listes et de l'écologie politique, comme la liste des Insoumis, parce que le fil conducteur du programme, c'est quand même ça. Alors c'est ça qu'il faut discuter et interroger la cohérence du point de vue des nécessités de l'écosystème, de ce que racontent les uns et les autres. Bon. Par exemple, il y a l'écologie politicienne, c'est La République En Marche. Donc eux, comment ils font? Ils vont voir, toc toc toc, des écologistes, des gens qui sont des écologistes, ça, personne ne va leur discuter, et puis ils leur disent, bah, venez avec nous, on vous donne une place. Et puis ensuite, ils arrivent devant le public, ils disent, la preuve qu'on est écolo, c'est qu'il y a des écolos qui sont avec nous. Bon. Et puis vous êtes priés de le croire. Mais après, si vous vous demandez qu'est-ce que cet écolo fait là, vous avez une chance d'arriver au même résultat que la dernière fois avec Hulot. C'est-à-dire, vous avez un gars qui croit ce qu'il dit, qui pense qu'il va changer grâce à lui, grâce à ses interventions, et tout ça, d'accord? Et puis au bout d'un moment, il dit, ah bah écoutez, moi là-dedans, je ne sers à rien, je suis une caution, je sers à faire semblant. Et pratiquement, c'est le cas de tous. Hulot est passé par cette case, et personne apparemment ne discute sa sincérité. On peut aussi discuter ce que propose Hulot ou ce qu'il a fait, mais personne ne peut dire, non, c'est pas vrai, il faisait semblant, non, il croit vraiment à ce qu'il fait. De la même manière, De Rugy, lui, il fait semblant, mais lui aussi, il a le blues, il dit, bah, moi je ne sers plus à rien, moi je leur fais même plus peur. Avant, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je leur faisais peur. Bon, maintenant, il est ministre de l'écologie, tout le monde s'en fout, quoi. Personne ne tient compte de ce qu'il raconte, ni au gouvernement, ni dans le pays. Et là, voilà des gens qui viennent de l'écologie politique, comme Pascal Canfin et Pascal Durand, deux dirigeants d'Europe Écologie Les Verts. La vérité, c'est que quand on fait le total depuis une quinzaine d'années, je crois que c'est 8 sur 10 des dirigeants d'Europe Écologie Les Verts qui ont changé de camp, qui ont quitté ce parti et qui sont passés sur des formations comme La République En Marche. Mais il n'y a pas de cohérence à être là-dedans. Vous prenez dans la même liste, vous avez un écolo et un agriculteur productiviste. L'ancien dirigeant du syndicat des jeunes de la FNSEA. Hein, vous ne le connaissez pas, ce syndicat? Ah là là, c'était
une fille qui était venue sur un plateau des truqueurs là, de France 2 qui avait dit « Ah ben non, nous on n'est pas au syndicat paysan, on fait pas de politique. » Non, on fait pas de politique. Juste votre dirigeant, il est sur la liste de la République En Marche, mais le reste du temps, on fait pas de politique, c'est bien connu. Donc tous ces gens se foutent de nous en réalité. La plupart du temps, leur discours est une insulte à l'intelligence des gens. Parce qu'ils croient, en plus, ils croient qu'on ne s'en rend pas compte. Ils sont persuadés qu'ils sont bien cachés. Mais les deux gars de Europe Écologie Les Verts, qui est M. Pascal Canfin, qui a été ministre au nom d'Écologie Les Verts, ministre dans un gouvernement socialiste, et puis Pascal Durand, qui a été un dirigeant de Europe Écologie Les Verts, il était classé, il se disait lui-même, il se décrivait comme un anard. Anard sur la liste de la LREM, vous voyez. Bon, c'est des gens, on sait bien qu'à titre personnel, on ne peut pas trop compter sur leur stabilité, mais ce qui est important, c'est le message qui est envoyé de cette manière-là. Et la réponse que les gens y apportent. Les gens qui réfléchissent et qui comprennent les enjeux de l'écologie politique et le risque qui pèse sur l'écosystème, savent que tout ça, c'est de l'enfumage. Donc il ne faut pas cautionner ce genre de mœurs, parce que quoi que raconte M. Canfin, qui est un homme intelligent, courtois, intéressant à écouter, quoi qu'il dise, de toute façon, il est dans un système qui va faire exactement le contraire de ce que lui, Pascal Canfin, pourrait éventuellement souhaiter. Je pense par exemple à l'agriculteur pro-agriculture chimiste, mais par exemple sur les glyphosates. Enfin, le gouvernement français a accepté que l'Europe reconduise pour 5 ans l'autorisation des glyphosates. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'interdire dans 5 ans, ça veut dire qu'il y a encore 5 ans d'autorisation. Plus l'écoulement des stocks si jamais ils l'interdisaient, enfin bref, on s'en prend pour 10 ans. Donc le danger est extrême, et la bataille pour faire interdire maintenant le glyphosate, maintenant, pas dans 10 ans, elle est engagée. Il est clair que Durand et Canfin servent de caution, d'image dans la vitrine. Et donc, du point de vue de l'écologie politique, si vous y croyez, si vous pensez que la décision politique a une importance en matière d'écologie, je me demande qu'est-ce qui pourrait ne pas avoir d'importance dans ce domaine-là. Eh bien, faites pas ça, quoi. Aidez pas à ce genre de manœuvre pitoyable. Après, bon, c'est de la même manière qu'on doit apprécier ce que raconte chaque groupe. Mais je veux pas contourner ce que dit Europe Écologie Les Verts. Bon, leur tête de liste a dit qu'il était pour l'écologie de marché. C'est-à-dire qu'ils croient à l'économie de marché. Nous, on ne croit pas à ça. On pense que... Alors, on a le droit de croire à ça. Hein. Dans ce cas, si vous y croyez, ben, vous avez les gens qu'il faut là sous la main. Mais si vous pensez que non, que ça n'a pas de sens, que l'intérêt général humain ne peut pas être abandonné au marché, c'est-à-dire à l'équilibre spontané et naturel de l'offre et de la demande, parce que si vous croyez ça, ça veut dire que vous pensez que l'offre va s'équilibrer d'une manière écologique. Or, c'est pas vrai. Elle ne peut pas s'équilibrer d'une manière écologique, parce que sur le marché, le produit qui l'emporte, c'est bien sûr le plus performant, ça pas toujours, mais le moins cher, ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à quel prix une marchandise peut être moins chère? À condition d'externaliser, c'est-à-dire de faire payer à d'autres ou de ne pas payer les coûts écologiques. C'est-à-dire ce qui est détruit par la production, aussi bien les matières premières qu'on ne remplace pas, que les dégâts environnementaux. D'accord? Alors, l'écologie de marché, ça, on a dit dès le début qu'on n'était pas d'accord. Mais là aussi, il faut en discuter le contenu, pas l'apparence, ni l'étiquette. Hein. Alors, par exemple, j'ai regardé dans le programme d'Europe Écologie Les Verts, et dedans, ils disent qu'ils vont faire une banque pour le climat et la biodiversité. Je ne sais pas qui est-ce qui peut trouver des idées pareilles, qui est à ce point bête. Parce que franchement, c'est le degré zéro d'imagination. Faut des sous, on crée une banque. Franchement, on ne peut pas faire mieux, ils sont mis à combien pour trouver ça? Bon, alors justement, si encore c'était Europe Écologie Les Verts, bon très bien, on dit qu'ils ne connaissent rien à l'économie, ils sont tombés, ils ont fait ça pour dire quelque chose dans leur programme. Mais c'est que c'est déjà une proposition qui est chez Macron. Donc ça aurait dû les faire réfléchir, de regarder que ça se trouvait dans le programme de Macron, dire est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Parce que Macron, il a des idées sur la finance, ça c'est clair, mais sur l'écologie. Alors si la réponse c'est pour faire des programmes de transition écologique, on crée une banque, c'est qu'on n'a vraiment pas réfléchi au problème. Hein. Alors pourquoi pas réfléchir au problème? Parce qu'ils disent qu'il faut faire une banque pour mettre 100 milliards dans l'économie européenne pour la transition écologique. Mes pauvres amis,
100 milliards, c'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, il faut quand même s'en rendre compte. 100 milliards, c'est la somme que nous, on voulait mettre, nous les insoumis, en investissement quand on a fait la campagne de 2017. Et pourquoi on avait mis 100 milliards? Parce que c'était l'investissement qui n'avait pas été fait dans les années précédentes. On avait compté, il en manquait 20 milliards tous les ans. Et là, maintenant, avant même d'avoir commencé, avant même qu'on soit dans cette séquence, il manque déjà 95 milliards d'investissements, c'est-à-dire d'argent placé dans les machines, dans les transports et tout ça, pour coller au programme que le gouvernement français a signé avec l'accord de Paris. Et vous savez qui c'est qui m'a donné ce chiffre? Monsieur Coffin, qui m'a dit, parce que je l'ai rencontré avant, moi j'aime bien rencontrer les gens, il était le président du VVF, moi je ne pouvais pas imaginer qu'un ancien ministre de Hollande, président du VVF, allait se retrouver sur la liste de La République En Marche. Peut-être que je l'aurais quand même rencontré, mais enfin, tout ça finit par défier le bon sens, quoi. Vous vous demandez pourquoi des gens font des trajectoires pareilles, qu'est-ce qui les y oblige? Bon, à part peut-être l'intérêt de la fonction, mais... Donc c'est lui qui m'a dit ça. Donc il manque en France déjà 100 milliards pour tenir la feuille de route de la COP 21. Et les Verts, ils se sont mis à combien pour trouver qu'ils allaient proposer d'injecter 100 milliards pendant la durée du mandat parlementaire? On suppose qu'ils vont l'obtenir dans le cadre du Parlement européen, d'accord? Pour les 5 prochaines années, 100 milliards pour toute l'Europe. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Et puis pourquoi créer une banque? Expliquez-moi voir. Pourquoi on va créer une banque? Il y a déjà une banque d'investissement en Europe. Donc ce qu'il faudrait dire, c'est la banque d'investissement européenne a dorénavant pour exclusive priorité financer les projets écologiques. Ok? Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de créer une banque. Et là, c'est pas 100 milliards dont on va parler. 100 milliards, c'est du pipi de moineau, quoi. 100 milliards, c'est rien. Pourquoi? Quand Hollande avait discuté avec Mme Merkel un grand plan de relance pour toute l'Europe, déjà elle avait obtenu 120 milliards. D'accord, c'était du pipeau, mais peu importe. Il s'était quand même accordé sur une somme, 120 milliards. Et nous, on se fichait de lui en disant, c'est tout le Parlement européen s'était fichu de lui en disant, mais c'est rien, 120 milliards pour l'Europe. Le président Juncker, il avait dit à un moment donné, moi je fais un grand plan de relance, 350 milliards. Donc c'est pas 100, 350. Bon, ça n'a pas fonctionné peut-être, mais en attendant, au moins, il avait dit un chiffre. Et puis maintenant, Europe Écologie Les Verts, il pourrait se renseigner, il pourrait tendre l'oreille, juste s'intéresser à ce qui se passe. Tous les mois, la Banque Centrale Européenne donne 85 milliards. Tous les mois, vous m'entendez? Tous les mois, 85 milliards. C'est-à-dire presque les 100 milliards que Europe Écologie Les Verts propose. Entendu? 85 milliards. Qu'est-ce qui interdirait de dire « vous nous donnez ces sous qu'à la condition que ce soit des programmes de transition écologique ». Qu'est-ce qui l'empêche? Je vais vous le dire, les traités européens. Parce que les traités européens, ils prévoient que la Banque centrale est indépendante et vous pouvez aller en suffoquant et avec un masque parce que vous ne pouvez plus respirer dehors. Si elle a décidé de financer une mine de charbon à ciel ouvert, comme c'est le cas en Allemagne, eh ben vous creverez et ça ne lui fait ni chaud ni froid. Elle est indépendante. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas obtenir que la Banque Centrale Européenne, qui donne chaque mois autant d'argent que les Verts qu'on demandait qu'on en donne pendant 5 ans, fait ce qu'elle veut avec, et c'est tout à fait immoral. Donc, vous voyez comment tout se tient. On ne peut pas dire à la fois, on va faire un programme contre le changement climatique, et on n'en a rien à fiche des traités qui le rendent impossible. Donc il va bien falloir que les Verts disent qu'ils sont contre ces traités. Il faut qu'ils le disent, il faut leur faire dire, leur sortir de la bouche. Parce que pendant des années, ils nous ont dit que nous étions des nationalistes parce qu'on voulait sortir des traités. Et je vais vous montrer, pour terminer, pourquoi ce qu'ils disent dans ce domaine ne tient pas debout. Ils disent, nous voulons mettre un protectionnisme écologique aux frontières de l'Europe. Admettons. Alors tous les produits qui arrivent aux frontières de l'Europe, et je ne sais pas sur quels critères, mais admettons, bon, par exemple, ils viennent de trop loin, donc on augmente les droits de douane, d'accord? Ou bien ils sont produits dans des conditions, on a repéré, c'est absolument dégueulasse, on ne peut pas accepter qu'un produit pareil comme ça rentre en Europe, d'accord? On est tous d'accord pour dire, ah oui, ça c'est une bonne idée quand même. Bah oui, mais il y a un problème. C'est absolument impossible avec les traités. C'est impossible, il faut changer les traités, pourquoi? Parce que les traités disent que la concurrence doit être libre et non faussée, non seulement à l'intérieur de l'Union, mais avec les pays à l'extérieur. C'est écrit en toutes lettres dans les traités.
Donc, si vous ne sortez pas des traités, vous ne pouvez pas faire de protectionnisme écologique à la frontière de l'Europe. Alors eux, pourquoi ils disent ça? C'est pour dire, vous avez vu, nous, la vraie frontière, c'est l'Europe. Hein, donc là, on va faire une frontière scrogneux, là, c'est pas nos borders en ce coup-là. Hein. Il y a une frontière. Ben, sauf que c'est pas possible. Parce que cette frontière, elle est interdite par le contenu des traités. Donc vous voyez la cohérence. C'est ça, les gens que vous devez surveiller, interroger, questionner. Il peut y avoir des bonnes idées, des choses qui vous paraissent comme ça, vous dites, tiens, ça a l'air pas mal, c'est une bonne idée, c'est sympathique. Il n'y a qu'un problème, c'est que ça ne tient pas debout, parce que les traités le rendent impossible, ou parce que la proposition elle-même n'a aucun contenu. Je vais vous donner un autre exemple. Ils disent, il faut faire du protectionnisme contre les marchandises des pays qui ne respectent pas le droit syndical. Alors là, déjà, pour commencer, le droit syndical, il est dans tous les pays, mais sa pratique, c'est une autre paire de manches. Hein. Bon, par exemple, il y a un droit syndical en Chine, il y en avait un aussi en URSS, puis dans d'autres pays que je ne mentionne pas. Mais bon, disons que la pratique qu'ils ont de la liberté syndicale, c'est pas l'idée qu'on s'en fait. Mais admettons que même on décide depuis l'intérieur de l'Europe, ah ben, si c'est comme ça, tous ceux qui ne respectent pas, par exemple, les conventions internationales du Bureau international du travail, de l'Organisation internationale du travail, qui ne rentrent plus de marchandises en Europe. Pas mal ça, non? Organisation internationale, Bureau international du travail. C'est pas des communistes, c'est pas les Français, c'est pas des insoumis, c'est pas des socialistes qui dirigent tout ça, hein, d'accord? Mais il y a quand même un problème, c'est qui est-ce qui a signé les accords en question et qui est-ce qui ne les signe pas. Et vous allez devoir empêcher les marchandises américaines d'entrer en France parce que les Américains n'ont pas signé les conventions internationales sur le travail des enfants, sur le travail des handicapés, etc., etc. Voilà. Donc, quand on fait des propositions, il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit basé dans une réalité. Alors, si vous dites que vous voulez empêcher les marchandises qui viennent des pays qui ne règlent pas, qui ne respectent pas les libertés syndicales, il faut quand même que vous disiez en même temps aux gens, nous vous proposons d'interdire l'entrée, et donc par conséquent, par rétorsion, la sortie, de toute marchandise venant de tel pays. Moi, je ne suis pas contre, mais alors on le dit. Parce que je pense, moi, que le protectionnisme solidaire, nous on appelle ça solidaire, hein, c'est la solution, c'est la réponse politique au grand déménagement du monde. Mais vous ne pouvez pas être pour moins de libéralisme sur ce sujet, et plus ailleurs, comme le font Europe Écologie Les Verts. Bon, c'est un peu long, hein, mais bon, si vous écoutez ce genre d'émission, c'est que vous vous intéressez au problème. Donc ça valait la peine qu'on le détaille. Je l'ai fait, je vais le refaire, parce que j'estime qu'il faut être capable maintenant de faire changer de niveau la discussion à propos de l'écologie politique. Ça ne peut plus consister simplement à enfiler des slogans sans se soucier de savoir s'ils sont réalisables ou pas, et si même ils ont un sens ou pas. Voilà. Alors, les Verts peuvent pas être, Europe Écologie Les Verts peut pas être, comme ils l'ont mis dans leur programme, pour le protectionnisme écologique aux frontières de l'Europe sans sortir des traités. Donc il faut qu'ils disent « nous sommes partisans de sortir des traités », ce sont les insoumis qui ont raison. Bon, j'aborde encore un sujet parce que je trouve qu'il y a une situation qui devient assez intolérable sur le plan judiciaire dans notre pays. Il y a 100 organisations maintenant qui se sont regroupées pour faire un appel à défense des libertés, hein. Alors, il y a tout le monde là-dedans, les syndicats, les organisations de défense des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats, parce que il y a vraiment un problème. Comme vous le savez, Madame Belloubet, garde des Sceaux, a envoyé 2000 personnes en jugement dans l'affaire des manifestations des Gilets jaunes. Bon, vous savez comme moi que ceux qu'on attrape, vous en connaissez sûrement, hein, c'est un, ceux qui courent moins vite, deux, des gens qui n'étaient même pas au courant qu'ils allaient se faire prendre, et en général, ils sont au mauvais moment, au mauvais endroit. Il est exceptionnel qu'ils soient responsables de quelques difficultés que ce soit. En attendant, elle s'est vantée à la radio, ce qui est quand même une attitude incroyable, non pas que la justice était juste, mais elle a dit il y en a 2000 qui sont là, qui y sont passés, et dedans il y a 40% condamnés à de la prison ferme, ça l'a fait jubiler. Elle ne se soucie même pas de savoir si c'est à bon escient ou pas, quelle trace ça va laisser, et dans les 40% en question, eh ben vous avez des tas de gens qui n'ont aucun casier judiciaire, qui dorénavant en ont un, ce qui fait jubiler Madame Belloubet, parce qu'on sent que c'est une femme qui, qui méprise le peuple, hein. Elle aime bien le fouet, quoi, tenir les gens à la baguette, durement,
Et puis c'est elle qui est responsable de tous les débordements qu'on a vus, comme les perquisitions à mon domicile avec 100 policiers ce jour-là, et puis combien d'autres choses. Et 40%, vous vous rendez compte, les gens, ça veut dire qu'il y a 800 personnes qui ont été condamnées à de la prison ferme. Et ça réjouit Madame Belloubet, elle est contente. Elle dit, on a bien fait notre travail, 800 personnes. Et après, elle se réjouit encore, et elle dit, il y en a 1500, 1800 qui attendent leur tour. On sent, vous savez, une espèce de joie intérieure de penser à tous ces pauvres gens qu'elle précipite en prison, qu'elle fait condamner et tout ça. Et alors, ça devient de plus en plus ridicule, parce qu'ils comptent sur la peur, hein, pour faire ça. Qu'est-ce qui devient ridicule? 8000 gardes à vue il y a eu dans ce pays. Normalement, une garde à vue, c'est un exercice pour surprendre quelqu'un dont on pense qu'il est délinquant, et que, en le gardant à vue, il va être conduit à dire des choses, on va pouvoir le confronter à quelqu'un sans qu'il ait temps de se préparer. Enfin bon, c'est un truc un peu de ruse policière et judiciaire, hein, ils se mettent d'accord pour faire ça. Alors, c'est une mesure exceptionnelle. Maintenant, c'est devenu un mode d'intimidation ordinaire. 8000 gardes à vue. Pourquoi faire? Pour surprendre les gens? Non, pour les humilier, leur faire peur, les garder au bloc. Et puis il y a les perquisitions. Alors moi je croyais que ce qu'on m'avait fait c'était extraordinaire et tout. Maintenant c'est devenu banal. Vous avez les jeunes gens, vous aurez dans la description hein, le lien avec la question qu'on a posée sur ce sujet à l'Assemblée nationale par la voix de Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne. On leur dit mais pourquoi vous perquisitionnez chez les gens qui ont décroché les tableaux des mairies? Vous savez, les tableaux où il y a le portrait de Macron. Alors c'est crime de lèse-majesté. En plus, on va vous dire une chose, Madame Belloubet, hein, que vous savez sans doute pas, c'est qu'il y a beaucoup de maires qui sont d'accord pour qu'on décroche, parce que sinon on n'y arriverait pas. On ne pourrait pas rentrer dans la salle et on ne pourrait pas le décrocher. Donc il y a plein de gens dans ce pays qui pensent que bon, bah, c'est voilà quoi, on va le ramener, hein, vous inquiétez pas, on va pas regarder le tableau à la maison. Hein. C'est ça qu'ils se disent. Ils disent bon, bah, on fait un geste symbolique. Macron ne veut pas voir les problèmes qu'on pose, ben nous on ne veut pas voir Macron. Voilà, je vous signale que c'est ça le symbole. Hein. Macron ne veut pas voir les problèmes, donc nous on ne veut pas voir Macron. Vous comprenez, Madame Belloubet, hein, il ne veut pas avoir, alors donc nous on ne va pas le voir. Ça s'appelle de l'humour. Hein. Et dans le pays, il n'y a aucune règle qui oblige à révérer le portrait de l'empereur. Ça n'existe pas. Ça existait dans la Rome antique, ou pendant l'Empire, ou la royauté, mais en République, non, c'est un usage, une coutume. Et encore, qui est récente, hein, de mettre le portrait du président dans les mairies. Ça ne s'est pas toujours fait, ça ne se faisait pas partout. Il y a des mairies où ça ne se fait pas du tout, alors il faut, Madame Belloubet, il faut aller faire des perquisitions pour voir s'ils n'ont pas mis, je ne sais pas, moi on leur aura donné le portrait, ils l'auront mis à la cave, c'est grave quand même. Parce que, est-ce qu'on peut mettre le portrait du président à la cave? Il me semble que non. Il faudrait donc punir ceux qui font ça, peut-être une petite garde à vue au moins pour les faire réfléchir. Vous les gardez pendant 48 heures, comme vous avez gardé 8000 personnes, ou bien vous pourriez les faire condamner en comparution immédiate, a mis le portrait du président à la cave. Bon, alors on pourrait appeler ça outrage, tiens, outrage à magistrat, puisque c'est le premier magistrat du pays, c'est le président de la République. On pourrait faire outrage à magistrat, rébellion. Après tout, ils n'ont pas voulu se soumettre, hein, le maire qui a fait ça, donc rébellion. Supposer que le maire a été présent au moment où l'image a été enlevée, il n'a rien dit, ça pourrait être encouragement, rébellion. Je pense que Madame Belloubet, elle est trop gentille. Hein. Elle n'a pas assez puni de monde dans cette histoire. Bref, on en a une vingtaine de perquisitions à domicile, les gens. Alors, comme ils ne craignent pas le ridicule, ils ont déjà perquisitionné à domicile des lycéens qui étaient soupçonnés, attention, soupçonnés, bon, on soupçonne, ça ne veut rien dire, hein. Bon, on respecte la liberté, juste 48 heures de garde à vue, pas plus, hein, parce que c'est la loi, pour faire avouer à ces jeunes gens où ils ont mis les bombes de peinture qui pourraient avoir servi à faire certains graphes sur les murs. Ah oui, bah, qu'est-ce que vous croyez? On est dans un petit pays bien tenu, hein. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. Là aussi, des paquets de perquisitions à domicile. Alors bon, 7h du matin, la police arrive, ils ne téléphonent pas, c'est pas des bénalas, hein, donc ils ne sont pas là pour dire « Allô, vous êtes là, est-ce qu'on peut venir ?» Non, ils arrivent et ils perquisitionnent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Hein. Donc le plus urgent, c'est d'aller perquisitionner chez des mômes qui utilisent des bombes de peinture et chez des gens qui sont soupçonnés d'avoir décroché
le tableau de Macron Ier, grand chef lumineux des Français. Hein, voilà, parce que quand même tout ça, ce pays est en train de sombrer dans le ridicule absolu. Tous ceux qui nous regardent de l'étranger, quand on raconte ça, ils croient qu'on exagère, ils ne croient pas qu'une chose pareille est possible en France. Hein. Voilà où nous en sommes rendus. Et je voudrais que, si vous le pouviez, vous accompagniez tous ces gens d'un énorme éclat de rire, parce que vraiment, c'est tout ce qu'ils méritent. Alors, apparemment, non, c'est pas tout ce qu'ils méritent, à part les perquisitions, les gardes à vue, et toute cette instrumentalisation des procédures judiciaires pour intimider les gens, leur faire peur et les punir, bah vous avez aussi le matraquage, quoi. Hein. Chaque semaine, des éborgnés, chaque semaine, des gens. Et là, c'est Geneviève Leguet qui a été brutalisée. Alors, c'est une militante d'attaque. Et bon, évidemment, aussitôt, ils ont tous ramené leur science. Alors là, septuagénaire. Genre, bon, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire elle est septuagénaire, elle ne pourrait pas rester à la maison. Ben non, elle ne reste pas à la maison. Et les gens qui ont 70 ans, ils manifestent comme les autres. Y a pas... Pourquoi il ne faudrait pas manifester? Parce que c'est devenu dangereux. À cause de qui? Qui a frappé Madame Leguet? Qui? Un Black Bloc? Un manifestant irresponsable? Non, un policier. Hein? Donc les manifs sont devenues dangereuses parce que y a un usage disproportionné de la force. Disproportionné, ça veut dire qu'il n'est pas en proportion. Si quand vous arrivez devant une dame qui vit, ou d'ailleurs même une autre, mais pourquoi pas, disons au moins de quelqu'un dont vous voyez que va peut-être pas courir aussi vite que les autres, hein, ben, vous n'êtes pas obligé de les pousser par terre. Alors ce qui s'est passé, ça vaut quand même le coup d'œil, c'est qu'ils se sont sentis obligés de dire ah ben non, personne l'a poussée, elle est rentrée toute seule dans un candélabre, elle s'est tapée après un poteau. Bon, c'est pas vrai. Hein. Tant et si bien que les avocats dans le secteur demandent la démission des magistrats qui ont affirmé ça sans preuve. Parce que maintenant, les vidéos montrent que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a été poussée, elle est tombée par terre. Alors tout ça, déjà, c'est assez lamentable et critiquable. Alors les remarques du président de la République, mais c'est pas pour qui celui-là? Et alors il donne même des leçons de vie à quelqu'un, dire oui, bah, quand on sait qu'on est fragile, qui c'est qui est fragile? C'est toi, bonhomme, c'est pas elle. Elle est sûre dans ses convictions. Quand on est fragile, il faut pas se mettre en danger, il vaut mieux aller ailleurs. Vous vous rendez compte de l'insolence du propos? C'est fou ça. De quel droit il parle comme ça? Elle sait pourquoi elle est là, mais lui, au nom de quoi il la matraque? Quelles sont les valeurs et les principes qui exigent qu'on pousse à terre une femme qui manifeste? Et si ça avait été un homme, il aurait dit pareil? Est-ce qu'il aurait dit pareil si ça avait été un homme avec une pancarte, même de 70 ans, hein? Non? Moi, j'ai pas 70 ans, mais j'y arrive. Hein. Il me dit à moi de pas aller à la manif. Ouais, il me dit de pas y aller. Bon, bref, on est tous traités pareil. Mais je crois que dans le cas de Geneviève Leguet, eh ben, il y a en plus du sexisme. En tout cas, nous, ce qu'on lui dit à elle, c'est qu'on l'aime, qu'on l'embrasse et qu'on l'admire, et qu'elle a bien fait d'y aller, et qu'à la première occasion, dès qu'elle est rétablie, il vaudrait mieux qu'elle y retourne.